Casserole, épisode 5. Le gâteau de Simone. Le gâteau de Simone. Un souvenir que j'ai de ce gâteau, c'est quand j'arrivais à Dijon, donc là où habitaient mes grands-parents, après avoir dit bonjour à tout le monde, je me précipitais à la cuisine et j'allais voir si au-dessus de l'armoire blanche qui est maintenant ici à Pouilly, le gâteau était là. Parce que Simone le préparait toujours la veille et elle le mettait sous un torchon blanc. Et quand je voyais qu'il y avait ce gâteau sous son torchon blanc au-dessus de l'armoire, j'étais trop contente. C'est drôle comme certaines choses peuvent être immuables. Là, sans qu'on ne les questionne jamais. J'ai toujours mangé le gâteau de Simone sans me poser tellement de questions sur Simone. Cette femme que je croisais petite. La bonne de mes arrière-grands-parents. J'aurais pu dire la femme de service, l'employée de maison ou la gouvernante. Ça aurait été plus politiquement correct. Mais dans ma famille, on a toujours appelé Simone la bonne. Mesdames, Messieurs, notre train entre en gare de Montbard. Avant de quitter votre place, assurez-vous de ne rien y avoir oublié. Tout bagage oublié pourra être considéré comme suspect. Merci pour votre vigilance. Lors de la descente en gare de Montbard, veuillez attendre l'arrêt complet du train à quai avant d'ouvrir les portes. Nous vous souhaitons une bonne journée. Aujourd'hui, je pars dans la maison de mes arrière-grands-parents questionner ma mère. Et ensemble, on va faire le gâteau de Simone. Comme vous venez de l'entendre, je viens d'arriver à Montbard, en Bourgogne. J'ai pris le train de 6h56 à la gare de Lyon. Je vais prendre un bus et puis je vais descendre à Pouilly-en-Ossois, sur la place du village. Salut les vaches. Ça y est, j'y suis. Je pars retrouver ma mère qui a fait le même trajet que moi hier. Je marche, je croise quelques vaches, le pensionnat catholique qui me fascinait quand j'étais enfant, et puis j'ouvre le portail de la grande maison bleue. Je suis en train de préparer l'ingrédient. J'ai ramené une brioche. J'ai acheté de la viande pour bourguignon. Déjà, parce que... C'est bien, t'as pris combien de kilos? Un peu plus de 2. Je sais pas si c'est suffisant. J'ai pris joux et paleron. Parfait. Il y a plus de paleron que de joux. Et un peu de lard fumé en plus. Je t'attendais, j'ai pas bu le café avant que t'arrives. Il faut que je vous la décrive un peu. C'est une vieille maison au volet bleu, à 2 étages, pas très bien entretenue. Ce qui est fou, c'est que rien n'a changé depuis que je la connais. Il y a toujours les mêmes cartes postales au mur et ce calendrier de 1986 avec la date barrée remplacée par 1987. On entre par la cuisine où on trouve la grande table rectangulaire avec sa toile cirée bleue et la cheminée qui tient chaud en hiver. Nous, on était assez nombreux hier. À droite, il y a l'endroit où faire la vaisselle, minuscule. Et tout au fond, la chambre froide où l'on range les aliments. Oh, t'as vu des vaches déjà? C'est là où dormait Simone quand elle venait à Pouilly. Je vous rassure, à l'époque, ce n'était pas une chambre froide, mais une chambre aménagée pour elle. Où est-ce qu'on est ici? On est à Pouilly. C'est la maison de mes arrière-grands-parents, René et Thérèse, qui sont achetés juste avant la guerre, comme maison de retraite, comme tu me l'as dit, mais finalement cette maison, ils l'ont jamais habitée pour leur retraite à cause de la guerre. On l'a appelée la maison des voyageurs, parce que elle a longtemps servi, en tout cas nous, notre famille. On s'y arrêtait quand on partait à la montagne pour dormir. On restait juste une nuit, même parfois on arrivait à minuit, on repartait à 6h du matin pour éviter les embouteillages. La spécificité de cette maison, c'est qu'elle a une seule clé qui n'a jamais été perdue. Et ça, je trouve ça extraordinaire, qui est rangée dans une boîte gigose. Je peux pas dire où elle est, quoique bon. Mais la règle de cette maison, c'est que la clé est toujours là. On peut y passer quand on veut et on sait que la clé est là, rangée, cachée dans sa boîte gigose. Et à chaque fois qu'on part, même pour 5 minutes, pour aller dire bonjour aux voisins d'à côté ou pour aller acheter le pain, on ferme la maison, mais on remet toujours la clé dans la boîte gigose. Et c'est rassurant? Oui, je dirais, c'est réconfortant de savoir qu'il y a toujours un lieu qui est là, ouvert. Cette maison, moi je la connais depuis que je suis petite aussi, mais elle est aussi particulière parce qu'il y a plein d'histoires autour de cette maison pendant la guerre aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que mes parents, donc mon père plutôt, est venu passer ses vacances d'été 39 dans cette maison et ils n'ont jamais pu repartir. Ils sont restés là, réfugiés pendant la guerre, une partie de la guerre, puisqu'ils ont aussi
étaient obligés de partir de cette maison pendant la guerre et que la maison a été plus ou moins occupée par les Allemands. En tout cas, la grange, oui, je crois qu'il y a même encore une inscription d'Allemands dans la grange. Et que ma grand-mère, pendant la guerre, a été interdite d'exercice. Au début, quand elle était ici, elle avait encore le droit de soigner. Elle était médecin des cheminots, ça me revient maintenant, parce qu'elle n'a pas payé le train pendant longtemps, c'est d'actualité. Et elle s'occupait des gens du village. Et il y a eu un arrêté qui interdisait aux médecins juifs d'exercer. Donc elle n'a pas pu exercer. Elle a dû arrêter d'exercer la médecine pendant la guerre. J'ai demandé à ma mère si elle avait des souvenirs de Simone. Simone, c'est la dame qui est arrivée chez mes grands-parents pour s'occuper, alors ce qu'on appelait à l'époque une bonne, qui est arrivée chez mes grands-parents, donc les parents de mon père, à Dijon, pour faire la cuisine, faire le ménage, répondre. Elle était aussi la secrétaire médicale de ma grand-mère qui était pédiatre, et elle s'occupait de tout à la maison. Elle faisait tout ce qui était ménage et secrétariat. Elle est arrivée à la maison, c'est-à-dire qu'elle a été embauchée au moment de ma naissance. Donc moi je la connais depuis que je suis née, Simone. Enfin elle est morte maintenant. Donc son gâteau, je l'ai toujours connu, mais je me souviens pas de la première fois que je l'ai mangé. Je sais que mes grands-parents l'ont employée. Elle avait un fils à ce moment-là déjà. Je sais pas quel âge il avait. Et elle était fille-mère. Et je pense qu'elle avait un peu de mal à trouver du travail. Et que mes grands-parents l'ont accueillie et on la logeait dans les chambres qui étaient au-dessus de leur appartement, qui étaient 2 grandes chambres où elle pouvait habiter avec son fils. Et voilà. Elle avait quel âge? Elle devait avoir une 30aine d'années, je dirais. Et elle était comment physiquement? C'était une petite dame, très vive, des yeux bleus, perçants, des cheveux très noirs. Elle a toujours eu les cheveux noirs. Je ne l'ai jamais connue avec les cheveux blancs. Elle devait se teindre. Et je la voyais toujours hyper active et très bienveillante. Et elle s'entendait bien avec les grands-parents? Elle était d'une patience extraordinaire. Surtout avec ma grand-mère, qui était quand même, il faut le dire, assez odieuse avec elle. Parce que d'abord, elle s'appelait pas Simone, elle s'appelait Madeleine, au départ. Et ma grand-mère a dit, il n'est pas question qu'on vous appelle Madeleine. Alors je pense que Simone était son 2e prénom. Et pourquoi on ne pouvait pas l'appeler Madeleine? Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait 2 Madeleines dans la maison. Madeleine, ça pouvait être que Madeleine, ma grand-mère. On l'a forcée à changer de prénom? On l'a forcée à changer de prénom. Elle appréciait pas trop, elle me l'avait dit, elle m'a forcé à m'appeler Simone. Bon, je comprends qu'elle n'ait pas apprécié ça. Après, moi, en tant qu'enfant, mon regard d'enfant, je trouvais qu'elle lui donnait des ordres avec... elle était pas très aimable avec elle, pas toujours. Elle était exigeante. Et pourtant, Simone, moi, en tant qu'enfant, en tout cas, parce que je l'ai connue surtout en tant qu'enfant, je ne voyais pas ce qu'on pouvait lui reprocher, je la trouvais parfaite. J'ai un seul souvenir de Simone. Le jour où on est retourné dans l'appartement vide de mes arrière-grands-parents, après leur mort. Mais assez parlé. Il est temps de commencer son gâteau. Bon, alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans ce gâteau? Alors, on comptait en livres à l'époque. Alors, il y a une demi-livre de beurre. Là, j'ai un petit doute, je veux te dire que moi, j'ai mis une demi-livre de beurre. Je suis pas sûre qu'on n'utilisait pas de la margarine. Mais après la guerre, peut-être qu'il n'y avait pas de beurre et qu'on mettait de la margarine à la place du beurre. Je ne sais pas. 6 œufs, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de maïzena, un paquet de levure, 2 tablettes de chocolat à cuire, 250 g de sucre. Voilà, c'est les ingrédients. Après la recette, j'ai toujours fait mes recettes un peu au pif parce que moi, j'ai jamais été incapable de suivre une recette à la lettre. Et Simone m'a donné un petit secret sur le tard qu'elle m'avait pas dit, qu'elle disait pas à tout le monde, je pense. C'est que dans le glaçage, pour qu'il soit bien brillant, il faut rajouter une petite goutte de vinaigre. Et Simone, ouais, du coup, tu connaissais un peu ses conditions de travail? Moi, je la suivais partout quand j'étais petite. Donc, dès le matin, j'allais à la cuisine, la table du petit déjeuner était mise. Elle allait porter le café au lit à ma grand-mère. Après, j'allais faire les courses avec elle. Tous les jours, on allait faire les courses pour préparer le repas de midi. Et après, on briquait toute la maison. Je la vois on avait des patins et le ménage tous les jours. Elle cirait, elle passait l'aspirateur. On faisait d'abord les courses, après on faisait le ménage. Et après, on préparait le repas de midi. Et elle préparait tous les repas avec des produits qu'elle achetait frais tous les jours. Et elle faisait quel genre de repas? Mes souvenirs les plus frappants, c'est les œufs en gelée qu'elle faisait super bien, ses soufflés. Et après, elle faisait toujours des pommes de terre à tous les repas, parce que mon grand-père, il lui fallait ses pommes de terre à tous les repas. Donc à midi,
Il y avait des pommes de terre et souvent de la viande, je pense. Après, je me souviens plus trop. Il y avait roast beef ou foie de veau, certainement du poisson aussi. Enfin, c'était toujours assez varié. Et le gâteau au chocolat, c'était le gâteau de fête, le gâteau au chocolat de Simone. Vous l'appeliez déjà le gâteau au chocolat de Simone ? Oui, on l'a très vite appelé le gâteau au chocolat de Simone. Remettons-nous justement à le préparer, ce gâteau. Parce qu'avec ma mère, on peut parler pendant des heures. On va déjà faire fondre le beurre et après on fera fondre le chocolat dans le beurre. Simone faisait pas comme ça. Hein. Ah, c'est comment ? Simone, c'est dans une casserole, elle faisait fondre le beurre dans une casserole et après elle faisait fondre le chocolat dans le beurre. Bon, ça je vais faire pareil mais une version moderne micro-ondes. J'ai dû en faire avec elle quand même. Parce que ça, je me souviens de ça, tu vois. Mais elle mangeait aussi, Simone ? Elle mangeait, oui, mais elle mangeait avant nous, je pense. Puis elle faisait le service à table. Ça, par contre, c'était insupportable pour moi d'avoir la sonnette. Il y avait l'époque où on trouvait que c'était très drôle de sonner, mais en même temps, je trouvais que c'était un peu humiliant pour elle, donc j'allais la chercher. Parce que ta arrière-grand-mère, elle l'a sonnée. Oui. Avec une petite clochette. Il y avait une sonnette qui était accrochée au lustre dans la salle de séjour. On sonnait, et ça sonnait dans la cuisine, et ça voulait dire qu'on avait fini le plat. Ah, c'était vraiment les serviteurs. Ouais, c'était serviteuse. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, maman ? Je suis en train de couper le beurre pour que ça fonde plus facilement. Tu coupes le beurre dans un saladier. Je coupe le beurre dans un saladier que je vais passer au micro-ondes. Et après, pendant qu'il commence à fondre dans le micro-ondes, je vais couper le chocolat en carré. Et puis je rajouterai le chocolat après. Micro-ondes dans la chambre froide. Le micro-ondes dans la chambre. Alors ce micro-ondes, c'est pas possible. Ce micro-ondes a une histoire. T'as une histoire avec toi, ça va être une émission qui dure 3 heures. Le micro-ondes, il date de la naissance de Marguerite. Parce que pour faire chauffer les biberons, c'était quand même super pratique. Il paraît que maintenant, c'est interdit. Mais il nous fallait un micro-ondes assez grand pour que les biberons rentrent dedans. Donc voilà, et il marche toujours ce micro-ondes. Donc Marguerite a eu 33 ans hier, donc ce micro-ondes a 33 ans. Attends, est-ce que tu peux juste me redire ce que tu viens de faire ? J'ai coupé le chocolat en petits carrés et je mets du café pour le faire fondre. Allez, c'est parti pour le chocolat. On prend le plus grand plat pour mettre les jaunes d'œufs parce que le mélange final sera dans le grand plat. Donc on met les jaunes d'œufs et le sucre et on va bien mélanger. On va mettre les blancs à part qu'on battra en neige. Après, on rajoutera farine maïzena dans les blancs d'œufs sucrés et le chocolat. Non, dans les blancs d'œufs. Oh, je recommence tout. On mélange le beurre et le chocolat. On mélange le jaune d'œuf et le sucre. On mélange les deux. Et à la fin, on met les blancs en neige. Et la farine ? Ah, la farine. T'as jamais fait ce gâteau, en fait. Je te dis que c'est... Enfin, dans la farine, on la met avant les blancs en neige. Tu veux appeler Chloé pour savoir ? Non, c'est pas ça. C'est que j'aurais mis la farine en premier. Allô ? Oui, Chloé ? Oui ? Bah, maman veut un avis sur la recette. Dis-moi, maman. Alors, dans quel ordre faut-il mettre les ingrédients ? Est-ce qu'il faut mettre la farine d'abord et après les œufs ? Oui, dans quel ordre ? Dis-moi dans quel ordre tu mettrais les choses. Je sais pas comment Simone faisait, mais en tout cas, moi, généralement, quand je fais de la pâtisserie, il y a toujours des grandes théories sur l'ordre des ingrédients qui changent le goût d'un gâteau. Mais moi, comment je fais généralement ? C'est d'abord, je mets les œufs et le sucre mélangés. Oui. C'est un peu blanchi. Ensuite, le chocolat et le beurre que j'ai préalablement mélangés entre eux. Oui. Et la farine en dernier. Bon, c'est ce qu'on avait prévu de faire. Bon, Donc, voilà, je crois que c'est la façon classique de faire de la pâtisserie. Après, il y a d'autres théories. Bon. Okay. Merci Chloé. De rien. Bonne recette. Alors là, je me permets une petite ellipse temporelle. Sinon, ça veut dire qu'on y est encore dans 3 heures. Et comme ce podcast dure une vingtaine de minutes, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Je vous ai donc fait un petit mix sonore des différentes étapes. On a mélangé le beurre et le chocolat, battu les jaunes d'œufs, puis mélangé avec le sucre. Oui, c'est le bruit que vous entendez là, derrière. On a rajouté la farine, la maïzena et la levure. On a remélangé. Et enfin, on a rajouté les blancs d'œufs battus en neige. Et on a mis le gâteau au four. Ah, il rentre pile. Voilà. Bon, maman, est-ce que je peux éteindre le son là pour Oui. nous. Et qu'est-ce qu'on va manger ce midi ?
du boudin blanc aux pommes de terre et aux pommes de ciel. On a sorti notre gâteau du four 40 minutes plus tard et on l'a glacé. Il est cuit. Comment tu fais? Je plante un couteau et si le couteau ressort aussi propre qu'il est rentré, c'est que le gâteau est cuit. Je tente le démoulage. Vas-y. 1, 2 et 3. Un peu raplapla, mais pas trop mal. On va l'améliorer avec le glaçage pour lui donner un aspect luisant et appétissant. C'est un cache-misère un peu le glaçage. C'est un peu un cache-misère, oui. Je n'ai aucune proportion. Il faut le faire au pif total. Donc bon, on va voir. Je vais prendre direct une tablette de 200 grammes, parce que comme il y a 2 gâteaux, je fais comme... Je la découpe en petits carrés et je fais cuire au micro-ondes avec du café et un peu d'eau peut-être. Et après, je rajoute le sucre glace. Et en dernier, la petite touche de vinaigre. Il est très sucré et très gras ce gâteau. Très sucré, très gras, mais tellement délicieux. On en oublie ses calories. En fait, j'ai jamais lu de recette de glaçage. C'est vraiment du pur intuitif. Je vais l'étaler avec la cuillère en bois. Vas-y. Parce que j'ai pas de pinceau. Avec un pinceau, c'est plus facile et on a un glaçage plus régulier. Là maintenant, il faut le laisser sécher et il faut le laisser dans la chambre froide toute la nuit. Dès que le glaçage sera sec, on mettra un torchon dessus pour pas que les souris viennent le manger. Et puis le lendemain, toute la famille était là pour une grande réunion annuelle. Ma mère a amené ce gâteau que tout le monde connaît sur la grande table à la toile cirée bleue et on l'a mangé. Annonce-le, maman, peut-être. Une des raisons de la réunion, c'était aussi que ma mère voulait racheter des parts de Pouilly après la mort de mon grand-père. Je lui ai demandé pourquoi. Toi, t'as perdu tes 2 parents, là, t'es orpheline maintenant. C'est un peu comme si t'avais plus de toit de maison. C'est peut-être pour ça que je garde Pouilly. C'est une façon de garder un toit au-dessus de la tête. Je me demande s'il n'y a pas en arrière-plan l'idée que ça peut être une maison refuge au cas où. S'il y avait une guerre ou si, je sais pas, s'il se passait quelque chose oui, une guerre, quelque chose de dramatique qui fasse qu'on ait besoin de se réfugier quelque part. Voilà, je pense que je n'ai pas fini d'en apprendre sur Simone. D'ailleurs, Simone s'appelait en fait Madeleine Rebillard. On pourrait resurnommer ce gâteau le gâteau de Madeleine Simone Rebillard. Vous l'avez entendu, à un moment dans l'épisode, ma mère dit qu'elle n'a jamais eu de technique particulière pour son glaçage. J'en ai donc cherché pour vous, et je suis tombée sur un monde merveilleux des glaçages de gâteaux sur Internet. Il en existe des milliers, le glaçage croquant, fondant, onctueux, brillant. J'ai donc demandé à mon beau-frère, Florent, expert pâtissier, de me donner ses 3 livres de chevet sur les techniques en pâtisserie. Et les voici. Il y a d'abord Pâtisserie de Christophe Felder, une grosse bible avec photos pas à pas, dont le Paris-Brest d'anthologie. Puis La Pâtisserie des rêves de Philippe Conticini, avec des recettes plus personnelles et originales, et qui donne quelques bons conseils. Et enfin, Pâtisserie de Philippe Uraka, qui reprend la plupart des classiques, avec aussi des photos, des pas à pas et pas mal de bons conseils techniques. Toutes les références sont sur le site de Binge Audio, ainsi que la recette du gâteau de Madeleine Simone Rebillard. Si vous faites cette recette, je compte sur vous pour m'envoyer la photo, même si le glaçage est raté. Vous pouvez m'écrire à zazie@binge.audio sur le Facebook de l'émission et vous abonner à mon Instagram zazimiamiam. J'y poste régulièrement les recettes, les adresses dont je parle dans l'émission et aussi plein d'autres choses que je mange. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à cocher les petites étoiles sur iTunes. Si ce n'est pas le cas, je vous embrasse quand même et en attendant la prochaine émission, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.